d'abord, les études décoloniales ou postcoloniales sont volontiers qualifiées d'islamo-gauchistes. Ensuite, les théories de l'intersectionnalité. Et puis, de façon un peu moins fréquente, les divisions selon le genre, les divisions selon la classe, et tout ce qui finit par diviser la société. Alors, chacun de ces termes mérite d'être un tout petit peu explicité parce que ce ne sont pas des choses qui sont aussi communes que ça. Alors, les études décoloniales ou postcoloniales, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'études qui sont menées souvent par des sociologues, ce sont des études qui existent à un niveau international et qui partent d'un fait incontestable qui est le fait de la colonisation et qui essayent de voir quelles sont les conséquences que la colonisation a eues. Alors, la colonisation, on pense principalement à la colonisation par l'Europe au 19e et à la première moitié du 20e siècle d'un certain nombre de pays. Et on se dit que ce phénomène a toujours une influence dans le monde d'aujourd'hui qu'il s'agit d'étudier. Alors effectivement, on trouve des conséquences politiques, on parle beaucoup de la France-Afrique, on trouve des conséquences ressenties, naturellement. La mémoire des peuples anciennement colonisés est très marquée par la colonisation. On trouve des récits qui sont aussi liés à des victimes de xénophobie. Typiquement, les victimes de xénophobie dans les pays anciennement colonisateurs ne sont pas les mêmes selon qui on a colonisé. Donc il y a plus de xénophobie, par exemple, anti-maghrébine en France, et plus de xénophobie anti-indienne, typiquement dans le Royaume-Uni. Donc il existe, en quelque sorte, d'assez importants effets de cette période historique coloniale qui sont étudiés là. Voilà un premier groupe de chercheurs universitaires, facilement et habituellement qualifiés d'islamo-gauchistes. Il y a aussi ceux qui font de la recherche sur l'intersectionnalité. Alors là, j'ai eu un petit peu de difficulté au départ pour comprendre en quoi est-ce qu'ils étaient islamo-gauchistes, mais je crois que j'ai fini par comprendre. Alors, de quoi s'agit-il ? L'intersectionnalité, c'est l'étude de l'imbrication des critères de discrimination ou de l'imbrication des dominations. C'est quelque chose de pas si facile que ça. Bon, mais quand on me donne un exemple, on comprend tout de suite. Par exemple, ça a commencé, cette idée-là, avec l'histoire des ouvrières noires de l'automobile à Détroit, et qui étaient en lutte, qui étaient en grève, et qui étaient donc face à une lutte des classes, on a pu dire ça, enfin une lutte, c'était des ouvrières qui se battaient contre le capital. Donc c'était un premier élément de leur lutte, et puis c'était aussi une lutte féministe, c'était des femmes, et puis c'était aussi une lutte antiraciste, puisqu'elles étaient noires. Et donc ça faisait quelque chose qui mélangeait finalement plusieurs aspects à la fois, et qui créait une complexité dans leur combat, et on a parlé d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, ce sont des recherches qui sont assez intéressantes, et qui nous montrent que lorsqu'on a plusieurs critères de discrimination à la fois, ce qui se produit n'est pas forcément une somme des discriminations. Bon, par exemple, si vous êtes à la fois homosexuel et arabe, vous apercevez que les stéréotypes de l'homosexuel et les stéréotypes de l'arabe sont suffisamment différents pour avoir un effet d'atténuation de l'un par rapport à l'autre. Le stéréotype arabe pour les xénophobes et les racistes, ça renvoie à justement islamiste, ça renvoie avec une espèce de rigorisme religieux très dur, avec un fort sexisme. Du côté homosexuel, ça renvoie à quelque chose qui est tout l'inverse, une espèce de gay pride dans laquelle les gens sont comme des fous, avec une insuffisante prise en compte du genre, et au contraire, un insuffisant rigorisme. Donc trop de rigorisme d'un côté, pas assez de rigorisme de l'autre. Tout ça fait un mélange qui fait que finalement, lorsque vous êtes à la fois arabe et homosexuel, votre multiplicité de critères discriminants fait que vous vous en sortez pas forcément plus mal que si vous en aviez qu'un seul. Et dans d'autres cas, vous en avez plusieurs, et ça s'accumule, évidemment, et c'est d'autant plus grave. Donc voilà, ça c'est les recherches sur l'intersectionnalité. En quoi est-ce que ça peut intéresser la question de l'islam et de l'islamisme ? C'est pas tout à fait évident, jusqu'au moment où on comprend, évidemment, qu'il y a la question du voile musulman. Le voile musulman, eh bien, ce sont des femmes qui sont porteuses d'un voile,
Et donc, il y a à la fois une problématique de discrimination des femmes et une problématique de discrimination des musulmans. Et donc, assez naturellement, les personnes qui s'intéressent à l'intersectionnalité se sont intéressées aux éventuelles discriminations subies par les personnes qui portent un voile musulman. Donc voilà pour mes suspects habituels d'islamo-gauchistes. Il existe, ce sont les principales catégories, il en existe toute une série d'autres. Alors, parfois on met les théoriciens du genre dans les islamo-gauchistes, gauchistes je comprends, c'est de l'antisexisme. Comme l'islamisme est violemment sexiste, j'avoue que c'est plus difficile de faire le lien. Mais pour mieux comprendre, peut-être qu'on voit qu'on peut être dans une façon d'englober un peu plus généralement tout ce qui est à gauche, mais là ça crée du flou. Donc je voudrais revenir à mes catégories centrales, qui sont plutôt études postcoloniales, décoloniales, intersectionnalité. Sont habituellement attaqués comme islamo-gauchistes aussi un certain nombre d'organisations. Ce sont souvent des organisations antiracistes ou antisexistes. Donc effectivement, principalement à gauche, par exemple, tous ceux qui ont participé à la manifestation contre l'homophobie du 10 novembre 2019 sont très volontiers taxés d'islamo-gauchistes. Des organisations entières comme la Ligue des droits de l'homme, actuellement l'UNEF, on parle beaucoup de l'UNEF, sont qualifiés d'islamo-gauchistes. Donc, à ce stade, vous voyez, on a un groupe de personnes qui regroupe finalement la quasi-totalité des personnes qui luttent contre les discriminations subies par les musulmans. Alors, ceux qui luttent contre les discriminations subies par les musulmans sont volontiers à gauche et sont donc assez facilement considérés comme des islamo-gauchistes. Mais le lien n'est pas évident. Quel est le lien entre lutter contre les discriminations subies par les musulmans, qui est une chose, et être islamiste, ce qui est a priori quelque chose de très différent. Et c'est ce que j'ai essayé de rechercher, c'est de trouver ce lien. Alors, nous avons repéré que les islamo-gauchistes sont la plupart de ceux qui luttent contre les discriminations que subissent les musulmans. Mais le lien entre la lutte contre la discrimination et l'islamisme était quelque chose que nous n'avions pas forcément immédiatement perçu. Eh bien, en cherchant un peu plus, j'ai trouvé. Les islamistes ont un discours de recrutement. Et ce discours de recrutement utilise le racisme subi par les populations musulmanes. Leur discours est très simple, ils disent, bon voilà, les Français de souche sont racistes, on n'obtiendra jamais rien d'eux, tu n'obtiendras jamais rien dans cette société xénophobe, de toute façon ils te détesteront toujours, rejoins la lutte contre les infidèles, rejoins-nous dans le djihad, car de toute façon tu ne pourras jamais rien faire avec ces Français qui te détestent. Donc dans le discours de recrutement des islamistes, le racisme est un élément assez important du recrutement, notamment sur le sol français. Et dès lors, on a un discours de reconnaissance du racisme et ou des discriminations qui est utilisé par les islamistes et qui est validé par une partie de la gauche qui dit il existe effectivement des discriminations, il existe effectivement du racisme en France. Et donc, on a quelque chose comme une validation par la gauche d'une partie du discours des islamistes. Voilà qui pourrait faire un rapprochement qui expliquerait pourquoi nos braves chercheurs de gauche qui cherchent à décrire l'existence de discrimination sont taxés d'islamistes parce qu'en fait, ils servent l'argumentation islamiste. Alors évidemment, les uns et les autres sont bien différents. Et ils sont bien différents dans l'intention notamment. Parce que ceux qui sont de gauche et qui sont antiracistes ont un objectif très fondamental qui est celui de favoriser la paix civile. Il s'agit
de lutter contre les discriminations qui fracturent brutalement la société française et qui sont des ferments de violence, et au contraire d'essayer de rapprocher les uns et les autres en dénonçant ces horribles choses qui se produisent. Et donc ce sont des défenseurs de la paix qui, en quelque sorte, viennent tendre la main aux musulmans victimes de discrimination pour dire « nous les condamnons avec vous, nous nous battrons à vos côtés ». Et donc, nous pouvons ainsi construire un lien social et reconstruire la paix civile. Évidemment, c'est tout à fait le contraire des islamistes. Les islamistes, eux, insistent sur la fracture produite par les discriminations subies et ont un objectif clairement guerrier. Donc vous avez d'un côté, comme de l'autre, une prise en compte du phénomène raciste, mais dans un cas, il s'agit d'essayer de faire la paix, et dans l'autre cas, il s'agit d'essayer de faire la guerre. Donc ces deux tendances sont radicalement différentes, mais effectivement, elles ont un prémisse commun.